Bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être venus. C'est la deuxième conférence co-organisée par les associations On-Orient et Optium Philosophie. Donc la conférence d'aujourd'hui s'inscrit dans un cycle de conférences, c'est la deuxième conférence qu'on organise. La première portait sur l'orientalisme, elle s'est tenue en novembre. Et aujourd'hui on poursuit donc, ce cycle de questionnement. On va s'intéresser à la question de l'altérité, la figure de l'autre, de l'étranger, du barbare, mais aussi appliquer cette question à des interrogations contemporaines, la figure du réfugié, les questions de genre, voilà. Donc je vous laisserai à découvrir tout ça. Une petite introduction qu'on a choisie qui est tirée de la préface de l'orientalisme, l'ouvrage d'Edward Said qui a été publié en 1978. Et c'est un extrait de la préface à l'édition française de Tzvetan Todorov, qui dit que l'histoire du discours sur l'autre est accablante. De tout temps, les hommes ont cru qu'ils étaient mieux que leurs voisins. Seuls ont changé les tares qu'ils imputaient à ceux-ci. Cette dépréciation revêt deux dimensions complémentaires. D'une part, on considère son propre référent comme étant unique, ou du moins comme étant la norme, et de l'autre, on constate que les autres, par rapport à ce cadre, nous sont inférieurs. On peint donc le portrait de l'autre en projetant sur lui nos propres faiblesses. Il nous est à la fois semblable et inférieur, mais ce qu'on lui a refusé avant tout, c'est d'être différent, ni inférieur, ni même supérieur, mais autre, justement. Donc qu'il soit différent par sa culture, son sexe ou sa religion, l'autre est une figure polymorphique qui trace le cercle d'une communauté en excluant l'altérité de cette communauté. Et en ces temps troublés d'élections, on voit bien que altérité et identité sont complémentaires et qu'en identifiant l'autre, c'est également soi qu'on définit. D'une société à l'autre et d'une époque à l'autre aussi, les figures de l'autre se métamorphosent, mais cette logique d'exclusion reste une constante. Donc je vais vous présenter nos deux intervenants et puis après je vais leur laisser la parole. Nassira Ghenif-Souilamas est sociologue et anthropologue. Elle est professeure des universités à l'Université Paris 8. Ses recherches portent sur les questions de genre, d'ethnicité, le rapport entre immigration et intégration dans les sociétés contemporaines, la déconstruction des stéréotypes, l'imposition des normes et les assignations identitaires et discriminations. Et elle a publié plusieurs ouvrages sur ces sujets, dont Les féministes et le garçon arabe en 2004 et La République mise à nu par son immigration en 2006. Et Bruno Dumézil est historien. Il est spécialiste du Moyen-Âge, maître de conférences à l'Université Paris X Nanterre. Il a travaillé sur les barbares, publié plusieurs ouvrages, dont Les racines chrétiennes de l'Europe en 2005, Servir l'État barbare en 2013 et Une histoire personnelle de la France des Gaulois aux Carolingiens en 2013 également. Et je vais leur laisser la parole. On peut peut-être commencer par... Bien, merci beaucoup pour votre invitation et merci et pour cette introduction. Alors si je commence, donc je vais commencer en tant qu'historien, ni anthropologue, ni sociologue, ni philosophe, je le crains, simplement pour dire quelques mots peut-être de ce que nous savons de la réalité historique de la construction de la barbarie, à savoir finalement peu de choses, si ce n'est un discours de l'altérité qui traverse toute l'histoire, avec un modèle pour la construction du barbare, c'est le passage de l'ordre, incarné par l'Empire romain, au désordre, incarné par les invasions barbares. Et avec l'idée sous-jacente que l'autre est un autre forcément plus ou moins géographique, avec cette carte qui est présente encore dans les manuels du 1er siècle. Un autre qui est généralement migrant et dangereux, et qui s'incarne dans des figures importantes de la littérature pour jeunesse. Un autre qui pose quand même d'énormes problèmes d'interprétation au regard simplement de la documentation qu'on peut avoir. C'est-à-dire que les siècles des sociétés anciennes sont très mal documentés. Par exemple, prenons la figure du barbare de référence pour nous autres Français, souvent, c'est Clovis, notre premier roi qui est barbare. Mais on ne sait pas grand-chose sur Clovis. On a quelques malheureuses lettres écrites sur papyrus, très mal transcrites, et selon la façon dont on va lire les lettres, on aura un barbare ou un civilisé. Regardez cette lettre qui, dès le IXe siècle, est recopiée par un scribe. On parle du couronnement de Clovis, on nous dit « Une grande rumeur est parvenue jusqu'à nous, vous avez pris le pouvoir selon le droit de la guerre ». C'est ce qu'a compris le scribe du IXe siècle. Mais il est bien possible que ce qui avait été écrit à l'époque de Clovis, c'est « Vous avez reçu le gouvernement de la province de Belgique seconde », avec 3 lettres différentes. Une lettre décrit un barbare envahisseur,
la même lettre décrit un civilisé occupant une fonction légitime au sein des provinces de l'Empire romain. Selon la façon dont on pensait le monde, on l'a construit différemment. Alors pourquoi ? Eh bien parce que d'une certaine façon, le barbare est hérité. Je vais le traiter peut-être rapidement, mais simplement l'idée de barbare, elle est présente dès la construction des grands États, alors je ne parlerai pas d'États-nations, mais dis-moi des grands États institutionnels. Quand une civilisation se construit et obtient un territoire suffisamment grand pour construire l'autre et le projeter géographiquement, eh bien on a besoin de montrer le barbare. Regardez, 12e siècle avant Jésus-Christ, les sandales de Toutankhamon. Sur les sandales de Toutankhamon, il y a des barbares, le nubien et le libyen, la figure du noir et de l'asiatique, ainsi que les 9 arcs qui représentent les 9 peuples voisins de l'Égypte, de façon à ce que le pharaon puisse en permanence piétiner les barbares. Lui qui était boiteux, on ne va pas lui demander de faire la guerre, mais il les aura sous les pieds en permanence. 5e siècle de notre ère, le mot barbaroi apparaît en grec. On a soudainement besoin de se construire un barbare, parce que la Grèce, qui est jusque-là très divisée, a besoin de se créer une unité. Alors on va l'inventer, le barbare, au 5e siècle, à travers quelques points importants. La langue d'abord, barbare, ça signifie celui qui fait barbare, celui qui ne sait pas parler la langue grecque. On va également dire que le barbare est différent physiquement. Dès le 5e siècle, le barbare est trop grand, trop musclé, disproportionné. Il porte des noms interminables et des statures dignes de ce nom, diront les historiens gréco-romains. Et puis, comment le montrer, ce barbare ? Eh bien, parce qu'il est autre, disons, il a une pilosité alternative. Le barbare, c'est celui qui est trop poilu, ou pas assez poilu, mais en tout cas, généralement trop poilu. Avec, dans l'art hellénistique, qui est le fondement de l'art occidental, cette représentation de ces cheveux désordonnés pour illustrer la barbarie du comportement. Avec une influence considérable sur l'art européen du XIXe siècle, y compris sur l'archéologie naissante au XXe siècle, où le barbare sera forcément mal peigné, vu que les Grecs ne peuvent pas s'être trompés au 5e siècle avant notre ère. Donc, pilosité différente, couleur de peau différente également, dès le 5e siècle de notre ère, avec l'idée que le barbare, c'est celui qui s'oppose au type occidental. Sans jugement raciste pour l'instant, mais une opposition qui va avoir une influence considérable dans la construction du discours colonial. Cette couleur de peau peut être également marquée dès le 5e siècle par des tares physiques ou des éléments physiques qui sont considérés comme contraires à la civilisation. C'est le cas des tatouages, mentionnés dès l'époque d'Hérodote, mentionnés également chez les Romains, qui considèrent que le tatouage est la preuve que l'on n'est pas civilisé. De toute façon, il faut être un peu nu pour montrer son tatouage, et trop de nudité ou pas assez de nudité, c'est un énorme problème. Un discours sur la barbarie qui va exister encore aujourd'hui dans quelques séries bien connues. Autre élément, ce sont les éléments moraux sur la barbarie. D'abord, le nomadisme. Le barbare, c'est celui qui n'est pas capable de vivre dans la cité, donc qui n'est pas capable de rester en place. Celui qui a une alimentation différente. Si vous ne mangez pas comme un grec, avec la triade méditerranéenne, c'est que vous êtes forcément barbare, notamment la viande, mal vue la viande, trop de consommation de viande. Les rapports entre les sexes différents, très étudiés par les historiens et les anthropologues athéniens du 5e siècle. Si la femme a une place trop haute ou trop basse par rapport à ce qu'est la civilisation athénienne du 5e siècle, vous êtes forcément dans le contexte de la barbarie. Le barbare de référence, c'est donc dans la représentation l'Amazone, dans la mesure où une femme qui a le pouvoir n'a pas sa place dans une civilisation normale. Et puis, bien entendu, la violence. Le barbare est violent, ou du moins il a un rapport différent à la violence. C'est-à-dire que soit il ne contrôle pas la violence légale, dans ces cas-là on est dans un régime de despotisme, soit il ne contrôle pas sa propre violence, dans ces cas-là on est proche de l'animalité. Deuxième type de représentation du barbare dans la société ancienne, c'est le monstre. Moitié homme, moitié animal, 100% barbare, c'est le cas du centaure. Même chose dans l'art romain, avec la représentation de la barbarie, selon des lignes obliques, la violence incontrôlée, par rapport aux lignes horizontales qui représentent la gravité, la sévérité, la dignité de toute civilisation. Et puis, dernier point, le mur. Il faut absolument séparer géographiquement l'autre. Ces murs que l'on voit apparaître dès le XIIe siècle de notre ère en Égypte, évidemment à l'époque romaine, des grands murs qui vont être dressés, mais il me semble que la thématique du mur est encore un peu présente aujourd'hui pour essayer de séparer le barbare du civilisé. Des murs qui, militairement, ne servent à rien. Soulignons-le, ces murs antiques n'ont aucune fonction pratique. Ils sont très difficiles à garder, ils servent simplement à symboliser la limite physique entre la barbarie et la civilisation. Et puis, comment expliquer qu'il y ait des barbares ? Apparaît dès le 5e siècle de notre ère chez les premiers médecins grecs, chez Hippocrate, et bien entendu ensuite suivi par tous les médecins, et notamment par Aristote qui va lire le discours médical, la théorie des climats.
Le barbare est autre parce qu'il y a un climat différent. Pour Hippocrate, pour Aristote également, quand il fait trop froid, le sang a tendance à se concentrer dans le corps. Donc vous avez beaucoup de sang, vous êtes courageux, mais il n'y a pas assez de sang dans la tête, donc vous êtes stupide. Inversement, quand vous êtes du côté de l'Afrique, c'est très bien, vous avez beaucoup de sang dans la cervelle, mais trop peu dans le corps, donc vous êtes faible. Alors, le seul être à être parfaitement civilisé, c'est le grec, parce que, dit Aristote, il est topographiquement intermédiaire. On va avoir cette construction qui va permettre de développer deux modèles de la barbarie. Barbare occidental, désordonné, vaillant, pas trop mal quand même. Barbare oriental, mou, intelligent, mais despotique. Les moralistes romains vont apporter une toute petite nuance avec l'idée que le barbare peut être bon, puisqu'il représente un état primitif de la civilisation. C'est ce que dit Tacite. Tacite, 1er siècle de notre ère, explique que le barbare se garde des 3 grands interdits de la civilisation romaine: pas trop d'argent, pas trop de vin, pas trop de sexe. Tout ce qu'il faut pour faire un homme civilisé. Ça ne veut pas dire que Tacite n'ait jamais rencontré un barbare, simplement il projette sur l'autre ce qu'il ne trouve plus chez lui. L'autre n'est plus l'incarnation du mal, c'est l'incarnation de ce que l'on a perdu nous-mêmes. Ce discours va être très présent à travers toute l'histoire, avec une reprise de Tacite, notamment à partir du XVIe siècle. L'Antiquité tardive va apporter à son tour une toute petite couche de construction du concept, à savoir que les barbares peuvent être utiles. Ce sont des travailleurs immigrés, qui seront mercenaires ou en des statuts différents, des barbares qui vont être également des barbares dissimulés. Ce brave homme, Magnence, empereur romain pendant 3 ans, est un barbare, mais qui a eu la gentillesse de changer de costume, et dans ces cas-là, on ne le considère plus comme un barbare. Ou des barbares saisonniers, c'est-à-dire des gens qui viennent, qui travaillent pendant quelques saisons, et qui remportent chez eux leur belle monnaie d'or. Des barbares acculturés également, puisque ces barbares vont, en Scandinavie, transporter les modèles de la civilisation romaine. Le discours chrétien qui se construit, je terminerai par là, impose une nouvelle définition. Le barbare, c'est celui qui n'est pas chrétien. Mais ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit vous êtes barbare parce que c'est un état antérieur au christianisme, on a été barbare dans le passé, on ne l'est plus ensuite, soit parce que vous êtes une population non évangélisée, dans ces cas-là, ce n'est pas grave d'être barbare, mais il ne faut surtout pas le rester, soit parce que vous êtes dangereux pour un royaume chrétien. Et dans ces cas-là, vous êtes un envahisseur, vous êtes un persécuteur, et la barbarie va vous coller à la peau. Ces différentes couches de construction de la barbarie vont être présentes à travers toutes les sociétés anciennes, et à partir de la Renaissance, la philosophie européenne va investir et transformer ce concept de barbarie. Ça va être le cas notamment chez Montaigne, qui, reprenant Tacite, va dire qu'on appelle barbare ce qui n'est pas de son fait, mais considérant que les barbares, et notamment les cannibales, seront bien meilleurs que les Européens. On va projeter sur l'autre un discours moral que l'on voudrait voir appliqué chez soi. Merci. Sans transition, en fait, mon sujet d'intérêt n'est pas tant, pas seulement les barbares, mais plutôt les usages multiples et la centralité, notamment d'un point de vue anthropologique, de la figure de l'altérité. Et donc, ce qui me semble important de noter, c'est que cette figure que vous déclinez à travers la thématique ou la thématisation du barbare est une figure qui revêt différentes dimensions dans toutes les sociétés humaines et qu'aucune n'est exempte en quelque sorte de la thématisation et de la symbolisation de l'altérité. C'est quelque chose qui est constitutif du développement et de la pérennité des sociétés humaines. Ce qui, par contre, peut-être être intéressant à examiner, c'est, à partir d'exemples peut-être plus contemporains, c'est la façon dont cette thématisation va être construite de façon négative, ou en tout cas en proposant une figure repoussoire, donc celle du barbare. Mais il peut aussi y avoir des figures qui ne sont pas forcément thématisées de façon négative, mais qui au contraire vont être construites comme des figures de fascination, une forme d'altérité désirable, une forme d'altérité qui élève en quelque sorte les peuples qui la reconnaissent, sans parler de tout un versant de la philosophie qui, au cours du XXe siècle, va s'efforcer de repenser la question de l'altérité au lendemain notamment des massacres au XXe siècle, que ce soit le génocide arménien, le génocide des Juifs, des Tziganes et de toute une série de minorités européennes, ou plus récemment encore le génocide rwandais. Donc il y a
toute une question qui est lancinante en quelque sorte et qui consiste à reconsidérer d'une certaine manière les différentes modalités d'existence de l'altérité et les possibilités de la construire ou de construire la figure de l'altérité, non pas sur le mode du repoussoir et du bouc émissaire, mais sur le mode d'une figure qui serait un horizon désirable et un horizon en quelque sorte qui élèverait à une forme d'humanité beaucoup plus harmonieuse. Pour revenir sur la question de la fascination, je vais citer un exemple d'un travail que j'ai entamé il y a 2 ans et qui est en cours, donc sur lequel je n'ai pas encore écrit de façon systématique. J'ai entamé une recherche en Nouvelle-Calédonie, donc île de l'océan Pacifique, qui a été colonisée à partir de 1857 par la France, mais qui auparavant avait déjà été occupée, conquise, éventuellement d'ailleurs disputée aussi, après sa découverte par le capitaine Cook au XVIIIe siècle. Donc ce qui est intéressant dans la construction de l'altérité dans un contexte comme celui-là, c'est qu'en fait elle revêt différents régimes et différentes modalités, et notamment une qui n'est pas systématiquement et n'est pas privilégiée dans le contexte européen notamment, qui est celle d'une altérité qui est valorisée, et d'une figure de l'autre qui est en quelque sorte non seulement prisée, mais qui acquiert une position de prestige et une position en quelque sorte centrale dans l'imaginaire partagé de ces sociétés. Alors, ce sont des choses qui ont été décrites par différents anthropologues dans les sociétés polynésiennes et océaniennes. Le fait que l'autre, dès lors que, ce qui est le cas très souvent puisque ce sont des sociétés insulaires, dès lors qu'il vient d'ailleurs, il est considéré comme particulièrement non seulement valorisé, mais comme quelqu'un qui doit être en quelque sorte adopté par la société dans laquelle il arrive. Et donc c'est en quelque sorte le contrepoint de ce que vous venez de décrire dans le contexte européen, c'est-à-dire un autre qui peut par exemple prétendre à avoir des positions de pouvoir, à avoir des positions de prestige dans la société dans laquelle il est accueilli. Et c'est notamment ce qui nous permet de comprendre comment est-ce que ces sociétés développent toute une perception de l'autre comme étant quelqu'un qui est en fait doté de qualités supérieures qui vont lui permettre, par exemple, de devenir, d'accéder à une position de pouvoir, à devenir roi ou prince ou chef, alors même que dans le contexte européen, c'est souvent la démarche inverse qui est privilégiée, c'est-à-dire que le fait de ne pas appartenir au groupe autochtone constitue précisément une propriété rédhibitoire qui ne permet pas d'accéder à des positions de prestige, notamment à des positions de pouvoir. Donc cette remarque me semble importante parce qu'elle permet de voir à quel point est-ce que anthropologiquement, en fait, il y a une plus grande diversité et une plus grande pluralité de perceptions de l'altérité que simplement celle qui prévaut aujourd'hui, dans la mesure où l'ensemble de la discussion sur les questions d'altérité aujourd'hui consiste à simplement voir comment est-ce que l'altérité est investie de façon négative et quelle est la dernière figure d'investissement négatif de cette perspective de l'altérité qui est constitutive de nos sociétés. L'autre exemple qui me semble intéressant de souligner, c'est celui d'une altérité, alors là, ultra-contemporaine en quelque sorte, et qui n'est pas forcément une altérité qui serait univoque et qui n'aurait que cette connotation négative, avec toutes les propriétés, les caractéristiques, les traits qu'on va pouvoir lui attribuer. Et je pense notamment à l'approche de l'altérité qui mérite d'être examinée à partir d'une perspective de genre. Pour reprendre un exemple sur lequel j'ai aussi travaillé au cours des 20 dernières années, les descendants de migrants sont souvent perçus à partir d'une caractérisation d'altérité, c'est-à-dire qu'ils sont prioritairement et principalement considérés comme ne faisant pas partie du groupe des semblables, parce que leurs parents viennent d'ailleurs. Donc on essaiera ensuite de définir cet ailleurs, effectivement, qui a au moins une double acception, à la fois géographique, mais aussi d'un point de vue hiérarchique originaire des anciennes colonies.
Et donc cette connotation négative qui est associée aux migrants est héritée par leurs descendants et les conduit à être considérés comme ne présentant pas les propriétés et les traits qui permettraient de les considérer comme semblables. Ce qui est tout à fait frappant dans la façon dont cette altérisation fonctionne, hein, puisqu'il s'agit effectivement de les construire comme autres, alors même que très souvent ils sont nés en France, pour prendre l'exemple de la France, mais on pourrait imaginer que ce raisonnement tienne aussi pour l'ensemble des États européens notamment, mais pas seulement, l'Amérique du Nord. Bref, les États qui sont des États d'immigration. Et donc, de la même manière qu'ils sont dénués de toute... ils se voient arracher en quelque sorte leur nationalité, qui ne leur est pas reconnue. Cette pratique, hein, cette volonté donc de les dépouiller de ce qui pourrait les constituer comme semblables, va en fait être modulée selon qu'on s'attache à caractériser des hommes ou des femmes, des filles ou des garçons, des jeunes hommes ou des jeunes femmes. Alors, ça a pris une tournure tout à fait singulière au cours des décennies passées, qui consistait en quelque sorte à mettre en concurrence ces figures de l'altérité dans le contexte de la société française, précisément en leur attribuant des traits spécifiques et en montrant en quoi est-ce que cette spécificité des traits pouvait les conduire de façon différenciée à prendre place dans la société à laquelle ils appartiennent. Donc cette mise en concurrence, elle active la figure de l'altérité, mais en quelque sorte pour la moduler et pour la façonner de façon différente selon que l'on parle du masculin ou du féminin. La mise en concurrence va donc, de façon paradoxale, agir en inversant la hiérarchie qui jusqu'alors a prévalu, c'est-à-dire que ce ne sont pas les hommes qui sont dominants sur les femmes, mais l'inverse. C'est-à-dire que la mise en concurrence va privilégier les figures féminines et va les privilégier en maintenant en leur sein des caractéristiques de l'altérité. Donc il y a une forme d'exotisation de ces jeunes femmes qui s'opère, voire même d'orientalisation selon l'origine qui leur est attachée. Et cette exotisation, cette orientalisation d'une altérité féminine est censée œuvrer en faveur des jeunes femmes qui sont donc descendantes de migrants. A l'inverse, l'altérisation des descendants de migrants et des jeunes hommes qui donc ont une histoire migratoire à travers leur famille, cette altérisation va fonctionner à partir d'attributs qui sont considérés négativement, qui eux aussi opèrent à partir d'une exotisation et d'une orientalisation éventuellement, mais qui les constituent comme des figures négatives, comme des figures détestables et comme des figures qui ne peuvent pas prendre place dans la société française. Donc cette hiérarchie inversée, qui consiste à accorder un crédit beaucoup plus important aux figures féminines qu'aux figures masculines, va contribuer à cartographier un paysage de l'altérité français, d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est une altérité de l'intérieur dont il s'agit, et non pas qui viendrait d'ailleurs. Et cette altérité de l'intérieur a fini par opérer comme une sorte d'outil d'ordonnancement et d'organisation des hiérarchies qui fonctionnent au sein de la société française et qui opèrent selon une double perspective qui souvent est entremêlée, à la fois sexualisation et racialisation. Donc si on considère le contexte français d'opération en quelque sorte et d'investissement de la figure de l'altérité, il est toujours important d'avoir en tête cette double opération en quelque sorte qui se reconduit et qui peut se moduler selon diverses orientations, qui peut être remplie de façon différente, qui sont à la fois sexualisation et racialisation. Donc les figures de l'altérité dans le contexte français contemporain, elles sont traversées par ces deux dynamiques-là, elles sont traversées par ces deux modes opératoires, et elles vont être d'une certaine manière classées, hiérarchisées, ordonnées selon cette double approche.
Alors la sexualisation dans le contexte de cette différenciation genrée que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les attributs féminins et les attributs masculins, elle fonctionne là aussi de façon paradoxale, hein, ou plutôt dans différentes modalités. Dans un sens, la sexualisation peut être une manière de valoriser une altérité qui serait donc désirable et qui peut être appropriable, domesticable, qui peut prendre place à la fois dans le marché sexuel et dans le marché matrimonial. Et puis, par ailleurs, il y aurait une autre modalité d'altérisation par la sexualisation qui consiste à exclure, évincer des figures qui seraient sexualisées selon le mode du caractère détestable, d'une forme de déviance sexuelle, d'une expression d'inadéquation et, pour tout dire, d'ensauvagement ou d'incapacité à contrôler les pulsions sexuelles, qui va donc conduire à très souvent constituer notamment les jeunes hommes d'ascendance migrante et coloniale comme des figures détestables qu'il convient de maintenir à l'extérieur à la fois du marché sexuel, du marché matrimonial, mais aussi par extension de tous les espaces du commun et de tous les espaces de partage qui constituent la société française. Donc cette sexualisation, elle n'a pas simplement des conséquences dans une représentation fantasmée des figures féminines et masculines, c'est une représentation, c'est un stéréotype qui a des conséquences pratiques dans l'existence des personnes qui subissent ce type de stéréotype. Elle ne se voit pas simplement peut-être évincée d'un certain commerce amoureux. Ce sont des représentations qui s'inscrivent durablement dès la période scolaire, dès la scolarisation, et qui vont, d'une certaine manière, se reconduire, se reconfigurer au fil de l'existence de ces deux stéréotypes, de ces deux groupes stéréotypés. Donc aussi bien les jeunes femmes que les jeunes hommes se voient affublés de ces traits spécifiques à travers des pratiques de sexualisation sur le marché du travail, dans le marché amical, sur le marché du logement, quels que soient les espaces qui sont investis, il y a une activation, une réactivation de ces stéréotypes qui opèrent de façon récurrente et de façon ordinaire. Je pense qu'il est surtout important d'avoir en tête que cette construction de l'altérité n'a rien d'exceptionnel, contrairement à celle que je décrivais tout à l'heure sur l'autre qui arrive de la mer et qui peut prétendre à des positions de prestige et qui va être particulièrement valorisé au sein du peuple qu'il rejoint. Dans le cas de l'altérité ordinaire et complètement aujourd'hui métabolisée qu'on observe dans la société française, il s'agit beaucoup plus d'une altérité qui fonctionne à bas bruit, sans qu'on ait vraiment conscience des effets qu'elle produit et sans qu'on ait toujours la capacité de prendre la mesure de la façon dont elle devient en quelque sorte un destin social. C'est-à-dire qu'être en proie ou être soumis à des formes d'altérisation peut conduire d'une certaine manière à subir toute une série d'adversités, d'épreuves, de spoliations tout au long de l'existence sans qu'il ne soit jamais possible en quelque sorte d'en sortir, précisément parce que cette figure de l'altérité est non seulement construite et généralisée, mais elle est pérennisée en quelque sorte. À tel point, par exemple, que c'est quelque chose qu'on a pu observer depuis les années 80. Les descendants de migrants des années 80, qui étaient appelés à l'époque les jeunes immigrés d'ailleurs, qui n'avaient pas forcément migré eux-mêmes, mais qui étaient identifiés comme tels, sont demeurés souvent très jeunes. C'est-à-dire qu'ayant atteint la trentaine, voire la quarantaine, ils continuaient d'être en quelque sorte pris dans la chape de ce stéréotype d'une forme d'immaturité qui ne peut jamais être dépassée, puisque dans l'ordre de la sexualisation, il y a aussi toute une dimension qui a à voir avec l'infantilisation de l'autre, et notamment de ces autres qui sont définis par leur jeunesse, une jeunesse qui serait vouée à se pérenniser, à ne jamais trouver une conclusion quelconque, le passage à l'âge adulte étant quelque chose qui leur est d'autant plus dénié que ça permet de maintenir des formes de déni de droit et de reconnaissance auxquelles ils pourraient prétendre.
Donc ça, c'est un aspect qui permet de décrire de façon plus précise le mode de fonctionnement de l'altérité, la fabrication, la fabrique de l'altérité dans le contexte d'une société comme la société française, qui est à la fois devenue une société multiculturelle et pluriethnique, et de comprendre en quoi est-ce que la sexualisation est une manière précisément de constituer des frontières intérieures au sein d'une société donnée, afin précisément que ce soit les corps qui incarnent l'altérité qui, en quelque sorte, sont eux-mêmes les opérateurs de la frontière. Donc l'altérité est en quelque sorte incarnée dans les corps. Et les corps deviennent eux-mêmes des opérateurs de ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le mode du mur, qui serait, dont vous disiez de façon tout à fait intéressante, effectivement, qu'il n'était pas forcément efficace. On peut, d'une certaine manière, voir en quoi est-ce que, si on fait une analogie avec la façon dont les personnes qui sont investies par des figures de l'altérité sont elles-mêmes des corps frontières, en quoi est-ce que cette figure est beaucoup plus opératoire, en quelque sorte, puisqu'elle permet d'identifier, de localiser, et donc aussi, d'une certaine manière, de séparer et de ségréger l'altérité dès lors qu'elle se manifeste, dès lors qu'elle a une expression immédiate. Donc, dans des sociétés multiculturelles, la question est certes celle des frontières externes, de maintenir ces frontières et de pouvoir les rendre les plus étanches possibles. C'est en tout cas une rhétorique qui est particulièrement présente actuellement. Mais cette rhétorique ne suffit pas à comprendre en quoi est-ce que l'altérité est un principe actif aussi efficace dans nos sociétés actuellement. Et sans doute faut-il y adjoindre cette idée que l'altérité s'incarne dans des corps et que ces corps deviennent des corps frontières qui vont être à la fois donc sexualisés et racialisés, et qui sont les opérateurs de cette sexualisation et de cette racialisation. Peut-être qu'on peut en rester là en premier temps, et puis... Sinon, je rebondis sur cette valorisation, parce que moi, j'ai un exemple que je peux vous montrer de valorisation, effectivement. À un moment de l'histoire, on a voulu absolument, quand on appartenait à l'élite, en Occident, se présenter comme descendant de migrants. C'est relativement rare, ça ne dure pas longtemps. C'est ce qu'on appelle le premier Moyen-Âge, le haut Moyen-Âge. Alors, les stéréotypes de la barbarie gréco-romaine n'étaient pas très positifs. Le discours chrétien n'était pas extraordinairement enthousiaste à l'égard des migrants. Et pourtant, soudainement, à partir des années 550-600, on voit apparaître une multitude de textes, ce qu'on appelle l'Historia Gentium, donc l'histoire du peuple, des récits de construction nationale disant « nous sommes des descendants de migrants ». C'est le cas chez tous les grands peuples, donc les gens qui habitent notre territoire, qu'on appelle encore les Gaules, disent « nous sommes des descendants de Francs migrants et donc nous sommes des proto-français ». Les Goths essaient de faire la même chose en Espagne, mais bon, ça marche moins bien parce qu'il y a une conquête arabe en 711. Les Anglo-Saxons font la même chose en Angleterre, à tel point que leur espace change de nom, ne s'appelle plus la Britannia, mais l'Angleterre. Donc soudainement, on a ces récits qui sont tous les mêmes, à savoir, nous appartenons à l'élite parce que nos ancêtres sont partis de Scandinavie, nous sommes des descendants de Scandinaves, et nous avons peuplé un continent, une terre, une île, et parce que nous sommes des descendants de migrants, nous avons droit au pouvoir. Alors ça a beaucoup fait fantasmer les historiens depuis le XIXe siècle, même en fait depuis le XVIIIe siècle, avec ces cartes qui expliquent que parce qu'on vient de loin, eh bien on est mieux. Alors le problème qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que cette affaire-là. Est-ce qu'on a affaire d'abord à une réalité? Est-ce qu'on a affaire à un discours? Est-ce qu'on a un stéréotype projeté, un stéréotype construit? On ne sait pas. Très honnêtement, on peut regarder ça à travers les textes, mais les textes, ce sont des constructions. Pendant longtemps, on a regardé l'archéologie en se disant que, bon, quand même, l'archéologie va nous donner du brut. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dubitatif. Je vous donne un exemple qui est relativement célèbre aujourd'hui. Je suis dans le petit milieu des spécialistes de cette question-là. C'est une tombe de chef franc trouvée vers 530 de notre ère. Donc, vous avez 3 tombes, 2 hommes, un vieil homme, un jeune homme de 25 ans et une femme qui a une vingtaine d'années, qui sont enterrés ensemble, qui sont des Francs. Pas trop de doute à faire. Ils sont enterrés juste après la migration supposée du peuple qui constitue l'ancêtre du peuple franc. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si on regarde les tombes, on peut très bien émettre une hypothèse en disant, bah oui, il n'y a pas de doute, ces gens appartiennent à l'élite,
parce qu'ils sont le produit d'une grande migration, ou si vous avez le point de vue un peu plus critique, d'une grande invasion. Quand vous ouvrez une tombe, vous avez quelqu'un d'abord qui est très grand. Le jeune homme mesure 1,88 m, donc quand même un géant dans la société du VIe siècle, enterré avec des attributs qui ne sont pas du tout des attributs locaux. Des armes, une profusion d'armes extraordinaire, notamment la fameuse Francisque, qui, n'en déplaise au maréchal Pétain, n'avait qu'un seul tranchant, des épées qu'on ne trouve pas sur le sol romain, des aciers extrêmement travaillés, c'est les fameux aciers de Game of Thrones pour les amateurs, donc les aciers pliés des centaines de fois, des symboles de puissance qui ne sont pas du tout romains, donc les deux anneaux entrelacés qui montrent le rapport entre le chef et son roi, ce qui a donné la naissance du mythe des seigneurs des anneaux qui apparaissent au VIe siècle, et puis des runes germaniques qui sont gravées sur les épées. Ici, il y a écrit « bière » en langue germanique, donc vraiment le symbole d'une élite migratoire. Puis des coutumes vraiment très étranges. Les gens sont enterrés avec les morts de leurs chevaux, et avec leurs chevaux également, qui ont été déposés juste à côté. On a pu essayer le mort sur les dents, ça marche bien. Des ceintures de cavaliers, des sacs de cavaliers, des pierres rouges, des ornements qui représentent des têtes de chevaux stylisées en pierre rouge, des peignes qui viennent de Germanie. Alors ça, c'est un peu embêtant parce qu'ils sont pas mal peignés. Dans toutes les tombes, on trouve des peignes. Donc les barbares sont vraisemblablement pas hirsutes. Et puis de la vaisselle la plus abominable possible, des chaudrons qui servent à boire de la bière. Donc ici, on a une mise en scène consciente de gens qui se présentent comme venus d'ailleurs, très vraisemblablement. Et quand on regarde ces tombes, jusqu'aux années 1950, on s'est dit, il n'y a pas de problème, c'est la preuve qu'on a des gens qui viennent d'ailleurs. Et quand vous placez ça sur la carte, vous vous dites, c'est la zone de progression du peuple franc, ils venaient du nord, ils avancent vers le sud, et on arrive à pouvoir situer un peuple en regardant les coutumes. Ce qui est quand même embêtant, c'est que s'ils viennent de l'espace germano-scandinave, on s'attendrait à trouver des Francs en Germanie. Et il n'y en a pas. Archéologiquement, on n'en trouve que dans la zone frontière. Donc il n'y a que dans la zone de conquête que ces gens-là ont besoin d'apparaître comme des migrants. Ailleurs, ils ne sont pas là, ou du moins on ne les voit pas archéologiquement. Alors à partir des années 1950, au moment où on construit l'Europe, on invente une autre hypothèse pour expliquer ces tombes. C'est l'hypothèse de l'ethnogénèse. C'est de se dire, il y a quelques migrants, mais ils sont vraiment pas nombreux. Quelques milliers d'hommes qui arrivent effectivement de Scandinavie, sont tellement pas nombreux qu'on ne les voit pas archéologiquement. Alors c'est eux qui portent cette culture matérielle un peu bizarre, d'accord. Ils se déplacent sur l'espace européen, et comme ils se déplacent, ils arrivent à entraîner avec eux les populations locales et à imposer leur culture comme étant une culture dominante. Donc tous les gens un peu dynamiques au VIe siècle veulent apparaître comme des migrants parce que les migrants sont en train de prendre le pouvoir. Et donc on aurait très peu de migrants, énormément de Gallo-Romains, et au bout de quelques générations, vous avez l'impression d'avoir eu une grande invasion, tout simplement parce que les Gallo-Romains ont choisi le look des migrants. Alors c'est possible, on ne sait pas du tout si c'est vrai, il y a quelques problèmes qui se posent, il y a quelques réalités qui semblent intéressantes. Effectivement, si vous faites les tests ADN ou les tests isotopiques sur les ossements de ces braves gens, ils n'ont pas l'air de venir de très loin. Ils consomment exactement la même chose que les locaux et ils sont enterrés à côté des villas gallo-romaines, ce qui signifie que c'est peut-être des gens simplement qui ont changé de costume, qui ont changé de coutume pour imiter l'élite venue de loin. C'est encore la thèse qui est présente sur Wikipédia et Wikipédia ne se trompe que rarement. Troisième hypothèse, et finalement, s'il n'y avait pas eu de migration, est-ce qu'on pourrait envisager que des gens apparaissent comme autres soudainement sans migration ? Ce n'est pas totalement impossible, parce que quand on regarde les tombes, c'est vrai que ça a l'air bizarre de se faire enterrer dans une grande chambre funéraire en chêne avec toute une série d'armes, mais quand on regarde ce qu'il y a dedans, on ne trouve pas ça du tout chez les vrais barbares de Germanie. Aucun barbare n'a jamais porté ça. Ça a l'air ethnique, les bijoux, on se dit, ont l'air ethniques, mais aucun barbare n'a porté ces choses-là. La preuve en est que la pierre qui est utilisée, c'est du grenat. Les analyses ont montré que le grenat, utilisé au VIe siècle, il vient du Rajasthan et du Sri Lanka. Autant dire que les braves barbares de Germanie n'ont jamais pu porter ça. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on s'est soudainement mis à porter ces choses-là ? Pour faire ethnique. Parce que ça faisait bling-bling, parce que ça montrait qu'on avait un pouvoir, peut-être qui venait d'ailleurs, on ne savait pas trop, et surtout parce que le roi se mettait à porter ça. De la même façon qu'il y a quelques années, si vous ne portiez pas une Rolex, vous n'étiez pas quelqu'un d'important. La Rolex ne prouvait pas que vous veniez de Hongrie, je ne pense pas, mais en tout cas, ça montrait que vous apparteniez à l'élite. Et vraisemblablement, ces choix identitaires
sont des modes peut-être étrangères, mais qui ne sont pas forcément portés par des individus. Pensez à l'usage du jean, qui se développe très fortement en France à partir de 1946 en France, alors que les GI sont moins de 10 000 sur le territoire français, et n'ont pas fait souche, semble-t-il. Donc de temps en temps, il est bien possible que sans migration, soudainement, on veuille apparaître comme autre. Alors, même chose, se faire enterrer avec son cheval, ça montre qu'on est un cavalier, ça ne veut pas dire qu'on monte très souvent un cheval. Ça ne prouve pas non plus qu'on est païen, parce que ces gens-là, d'après leur sépulture, sont indiscutablement des chrétiens. Autant dire que de temps en temps, on peut vouloir apparaître comme autre, parce que ça fait bien, alors qu'on n'a aucune origine étrangère et aucune revendication migratoire à poser. En somme, vous avez des coutumes supposées comme étant lointaines, vous avez des individus locaux, et de temps en temps, les individus locaux essaient d'apparaître comme autres, parce que ça permet de revendiquer, à un moment donné, généralement dans un moment d'inquiétude, un pouvoir particulier. Quant à ces tombes extraordinairement prestigieuses que l'on voit apparaître soudainement, vers 480, c'est lié à la chute de l'Empire romain en Occident. Soudainement, toutes les élites sont inquiètes. Comment est-ce que les enfants vont également pouvoir être puissants ? Eh bien, il y a une sorte de stress social, qui est un phénomène, je crois, qui a été analysé par les anthropologues. Quand vous êtes inquiet, vous surconsommez. Donc, c'est effectivement le moment où vous avez des banquets prodigieux, parce qu'il faut en mettre plein la vue à tout le monde. Et également, vous déposez beaucoup plus d'objets dans les tombes. Vous avez un faste funéraire, de façon à montrer au changement des générations qu'on est autre. C'est le moment également où on change de nom. On a un très bel exemple d'une famille de Champagne qui s'appelle le Lupus de père en fils, la famille des Lupi. Donc, c'est des braves sénateurs gallo-romains. Lorsque soudainement, au milieu du VIe siècle, un des Lupi se fait appeler Wolf. Lupus ou Wolf, ça veut dire la même chose. Mais quand vous faites appeler Wolf, c'est plus chic parce que vous montrez que vous êtes franc. Et de la même façon que vous pouvez vous faire appeler Steven si vous appelez Étienne, c'est une façon de jouer sur l'identité en montrant que vous êtes un peu autre. Inversement, à d'autres moments de l'histoire, on a pu être autre et dissimuler totalement son identité. Ce brave barbu que je vous projette ici s'appelle Stylicon, le dernier des grands généraux de l'Empire romain, l'homme qui a sauvé Rome pendant 15 ans. Il fait passer des lois dans l'Empire romain pour interdire le port des vêtements barbares dans la ville de Rome, et il persécute un certain nombre de barbares sur les territoires romains. Stylicon appartient au peuple des Vandales. Lui, il a dissimulé totalement son identité. Alors qu'il était vandale, parce qu'il est devenu général de l'Empire romain, il oublie totalement ses origines migratoires. Il n'est pas impossible que nos tombes soient aussi une façon de jouer avec l'identité. Alors pourquoi est-ce que soudainement on voit apparaître des Goths, des Francs, des Burgondes, des Alamans ? Pas forcément parce que c'est des migrants. Parce que soudainement, on a eu besoin de se revendiquer comme étant autre chose. Et on a pu soudainement créer des ethnicités, des identités qui n'avaient aucune histoire. Alors c'est un modèle qui a été construit depuis quelques années en observant l'Afrique de la décolonisation, lorsqu'on crée des concepts, l'ivoirité, un concept qui n'a pas 50 ans et qui pourtant suffit parfois à créer un pays ou à diviser un pays. De la même façon, à partir des années 600, on voit des gens s'entre-déchirer pour savoir qui est franc et burgonde, alors que le grand-père était sans doute gallo-romain. Pourquoi est-ce que l'on va revendiquer cette identité ? Parce que c'est prestigieux. À travers la culture occidentale, la migration, si on est habile, peut être prestigieuse. Pensez à ces gens qui nous racontent que les anglo-saxons sont des Scandinaves qui ont traversé la mer et qui ont fondé une nouvelle cité, un nouveau territoire, un nouveau royaume. Quelle source d'inspiration pour tous ces récits qui se multiplient à travers tout le Haut Moyen-Âge ? D'abord l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est l'histoire d'une migration. L'élite est une élite migratoire, elle vient de loin et elle a fondé une terre élue. Et puis le deuxième modèle, c'est le manuel scolaire jusqu'à l'an 1000, l'Énéide de Virgile, qui explique que les Romains sont des descendants de migrants qui sont partis de la ville de Troie et qui, en traversant la mer, ont construit un nouveau territoire. Traverser la mer, que ce soit dans le monde judéo-chrétien ou dans le monde païen méditerranéen, c'est toujours le signe d'appartenance à l'élite. Donc à condition de bien jouer, on peut y arriver. Et puis quand on regarde les objets qui sont produits dans ces siècles-là, vous voyez ces objets qui ont l'air farouchement barbares, avec des runes germaniques, avec des représentations étranges. Quand vous les décryptez, vous voyez ici, sur ce beau coffret des années 700 produit dans le monde anglo-saxon, bien entendu des runes,
Mais la représentation, vous voyez que c'est une louve couchée en train d'allaiter deux jumeaux, c'est Romulus et Rémus, le mythe des migrants qui fondent la cité romaine. Et au revers, vous avez les Hébreux qui vont fonder Jérusalem en quittant l'Égypte. La migration, à condition de bien jouer, peut être positive. Et puis quand vous regardez le troisième panneau, le panneau de tête, vous voyez d'un côté le forgeron en train de fabriquer l'épée de Siegfried, le héros du panthéon germanique, parce qu'on va prétendre venir de Scandinavie. Et puis de l'autre côté, les rois mages en train d'apporter les cadeaux à l'enfant Jésus, parce que tout le monde est chrétien, et il est évident que ce coffret n'est pas un symbole d'une migration lointaine, c'est un reliquaire sur lequel on a un petit peu joué. Autant dire que pour ces premiers siècles, les jeux d'identité sont très complexes. Il y a sûrement eu des migrations réelles, mais on ne les voit pas toujours. Il y a eu des changements géopolitiques, eux on les voit, mais qui n'ont pas forcément de rapport avec les migrations. Il y a eu des changements de culture matérielle, les gens ne s'habillent pas de la même façon, mais ça ne veut pas dire qu'ils viennent d'ailleurs. Il y a eu des recompositions identitaires, c'est vrai qu'il y a un empire romain et ensuite il y a des francs, mais ce n'est pas forcément lié aux migrations ni aux changements géopolitiques antérieurs. Et puis surtout, vous avez des transformations idéologiques. De temps en temps, on peut jouer avec le modèle migratoire pour se présenter comme étant puissant. Autant dire que dans tous les cas, c'est des stratégies mémorielles. Vous pouvez essayer de reconstituer votre passé. Généralement, le futur, vous ne pouvez pas trop y toucher. Le passé, par contre, c'est merveilleux. Vous pouvez le réinventer aussi souvent que vous voulez. Vous comprenez donc aujourd'hui le nombre de problèmes que l'on se pose quand on trouve un objet, par exemple un objet lombard dans une tombe franque. Qu'est-ce que ça veut dire? Migration d'un lombard, adoption d'une identité lombarde par un franc, ou rien du tout, ce qui est bien possible. Imaginez que vous êtes invité chez quelqu'un et que vous voyez un plat à tagine. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il vient d'Afrique du Nord, que ses ancêtres viennent d'Afrique du Nord, qu'il apprécie les gens qui viennent d'Afrique du Nord, qu'il n'a rien contre les gens qui viennent d'Afrique du Nord, ou tout simplement qu'il aime le tagine? C'est la même chose avec une tombe de cette époque-là. Pendant longtemps, on a voulu y voir la preuve de grandes invasions. Tout ce que l'on peut dire, c'est que vous avez un jeu avec l'identité, et un jeu qui existe sûrement à toutes les époques. Juste peut-être pour compléter là-dessus, ce que vous dites me semble très intéressant pour introduire peut-être une autre notion qui permet de compliquer un peu ou d'ajouter, d'enrichir la réflexion. Vous parlez en termes de migration. En fait, ce qui serait peut-être intéressant, ce serait pas de parler en termes de mobilité, parce que ça permet de comprendre en quoi est-ce que, dans la période contemporaine, la mobilité est un enjeu de légitimité. Tout le monde n'est pas légitime à être mobile. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que c'est intéressant de s'en revendiquer, y compris lorsqu'on n'est pas mobile du tout. Alors, toute la question étant de savoir qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait que certaines mobilités sont légitimes et d'autres ne le sont pas, et qu'il y a donc des personnes qui peuvent légitimement être mobiles dans le monde, et peut-être même se prévaloir des attributs de la mobilité, même si elles ne le sont pas. Donc il y a toute cette façon d'être mobile virtuellement, le voyage immobile, etc. Et puis il y a celles et ceux qui ne sont pas légitimes à être mobiles et qui ne peuvent donc pas être considérés comme des modèles. Et donc contribuer en quelque sorte à construire une figure séduisante, attractive, qui est très souvent d'ailleurs présentée comme étant une sorte de modèle ultime, celle de la mobilité qui a toute légitimité à s'exercer, alors que d'autres n'ont pas de légitimité à être mobiles parce que d'une certaine manière, ils ne font que mimer. Ils sont dans une sorte d'imitation pauvre et sans moyens d'une forme de légitimité qui, elle, est devenue en quelque sorte un critère de prestige et de considération dans les sociétés auxquelles nous appartenons aujourd'hui. C'était déjà le cas avant, vous venez de le dire, y compris en empruntant ou en investissant la figure de la mobilité alors même qu'elle n'est pas là. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que mobilité et altérité fonctionnent de façon inverse. C'est-à-dire que plus on est légitime à être mobile, et plus l'altérité que l'on va en quelque sorte véhiculer est une altérité favorable, désirable, à laquelle on veut s'identifier. Et moins on est légitime à être mobile, et plus l'altérité qui va nous être attachée est une altérité détestable, menaçante, qui effectivement
va conduire par exemple aux figures qu'on décrit par exemple aujourd'hui en Europe, qui est celle de l'ennemi intérieur. C'est-à-dire de cette altérité qui, en quelque sorte, est venue se greffer dans une intériorité nationale ou dans une intériorité sociétale, sans qu'elle y soit invitée et sans qu'elle présente les gages d'une quelconque, de ce qui leur permettrait de les accepter. Alors ça fait penser, alors ça va peut-être vous sembler un parallèle intéressant ou étrange, mais ça me fait penser en fait à la thèse du grand remplacement qui a été particulièrement promue au cours des années qui sont passées, sur le mode justement de l'invasion, et sur le mode de l'invasion par des barbares ou des sauvages, enfin quelle que soit ensuite la thématique que l'on va mobiliser, sachant que très souvent les personnes qui mobilisent par exemple la figure du barbare ne savent pas quelle est l'étymologie du mot, alors qu'elles pourraient s'en emparer de façon y compris très efficace en disant mais vous avez remarqué que ceux qui nous envahissent aujourd'hui ne parlent pas bien le français, hein. Il y a toute une rhétorique de la correction syntaxique, de la correction linguistique qui est particulièrement mobilisée pour disqualifier notamment les nouveaux Français. Et les Français qui sont d'ascendance migrante et coloniale parce que, d'une certaine manière, soit ils ne maîtrisent pas la langue française, soit ils la parlent en la dévoyant, c'est-à-dire qu'en fait, ils l'appauvrissent, ils la martyrisent, hein, ils lui font du mal à cette langue française. Donc cette thèse du grand remplacement, de façon tout à fait intéressante, elle vise précisément à identifier, à aussi exercer un contrôle sur des populations qui, précisément, ont pratiqué, ou en tout cas sont héritières de ceux qui ont pratiqué une mobilité illégitime. Une mobilité qui n'avait pas lieu d'être, qui n'aurait pas dû advenir, qui est une sorte d'aberration de l'histoire ou de pratiques déviantes du point de vue de la société majoritaire. Et donc ces nouveaux ennemis de l'intérieur qui pratiqueraient donc le grand remplacement, ils sont à la fois définis par une mobilité qui ne leur est pas reconnue comme étant leur propre, parce qu'ils en empruntent les attributs, ils n'ont pas les bons papiers, ils n'ont pas le bon passeport, leurs parents ont sans doute été à un moment donné en situation irrégulière, si ce n'est eux-mêmes d'ailleurs, et par ailleurs ils ne présentent pas toutes les garanties que doit présenter quelqu'un qui est autorisé à se mouvoir de par le monde. Donc ça, c'est la première dimension, effectivement, qui permet de les identifier, de les localiser, de comprendre de quoi ils sont faits et quelles sont leurs intentions. Et c'est sur cela que vient se greffer une figure de l'altérité qui est forcément négative, puisqu'elle va viser, à l'inverse de ceux qui sont en mobilité légitime, qui va viser précisément à les considérer comme à la fois inaptes et comme indésirables, mais aussi comme ne pouvant pas réclamer des droits. C'est une altérité qui est illégitime au sens où non seulement elle est le résultat d'une mobilité illégitime, mais parce qu'elle ne peut pas se prévaloir de droits qui lui permettraient de prendre place dans la société à laquelle elle prétend appartenir. Donc la difficulté dans laquelle on se trouve lorsqu'on réfléchit à ces questions-là aujourd'hui, c'est que très souvent, la revendication d'une altérité qui serait le résultat d'une mobilité, aujourd'hui n'est absolument pas considérée comme quelque chose de recevable. Il y a une forme de stigmatisation qui précède même la volonté de se revendiquer d'une altérité qui serait par exemple migratoire, qui serait identitaire, qui serait religieuse, qui serait ethnique, linguistique, quelles que soient les expressions d'une altérité qui sont exprimées, tant qu'elles ne sont pas attachées à un stéréotype favorable de l'autre, altérité par exemple anglophone, qui est particulièrement bien perçue, puisque nous sommes dans un monde où l'anglais est devenu un standard, un étalon de mesure d'une altérité qui justement peut être favorable. Et encore, dès lors que vous racialisez les populations anglophones, elles perdent toute légitimité. C'est ce qu'on voit par exemple pour les Britanniques d'origine caribéenne,
ou d'origine du sous-continent indien, ils sont d'abord racialisés, quand bien même ils seraient anglophones. Donc la question qui se pose aujourd'hui à nous et qui fait qu'il y a une actualité de l'altérité, c'est de savoir à quelles conditions l'altérité n'est pas un stigmate. Et qu'est-ce qui permet d'exprimer une altérité qui par ailleurs peut être considérée comme tout à fait valorisée. Hein. Il est toujours intéressant de dire qu'on est différent, qu'on n'est pas comme les autres, qu'on a toute une série de traits qui nous distinguent. Hein. En quoi est-ce que l'altérité n'est pas un facteur de distinction, mais au contraire un facteur de stigmatisation et un facteur qui va contribuer à non seulement dévaloriser, mais à désigner celles et ceux qui sont assignés à cette altérité négative, à cette altérité problématique, inquiétante, menaçante, qui va les renvoyer en quelque sorte à une position d'indignité et de déconsidération, d'éviction, voire même à des positions qui peuvent devenir extrêmement dangereuses, hein, c'est-à-dire des menaces physiques, à travers des pratiques racistes, à travers des pratiques discriminatoires, et l'objet d'une forme de violence qui se légitime précisément parce qu'on est dépositaire d'une altérité que l'on ne peut pas valoriser ou revaloriser aux yeux de ceux qui dominent. On va peut-être en rester là pour... Merci. Je pense qu'on va arrêter là. Libérer la salle. Merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup à vous deux. C'était passionnant. Je pense que vous avez apprécié autant que moi. Voilà.